Bonjour ou bonsoir à tous, où que vous vous trouvez. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire organisé par l'ICF Synergie, l'Alliance des coachs francophones. Et pour cette rentrée académique, nous allons parler du coaching au travers du prisme de la spirale dynamique. Je vais déjà plonger dans la couleur bleue et vous rappeler qu'avec cette rentrée académique, vous aviez un petit devoir pré-webinaire auquel vous avez déjà été plus de 330 à répondre. Les résultats ont été analysés par notre orateur qui les commentera pendant le webinaire. Vous pourrez découvrir les nuages de mots par pays sur nos réseaux sociaux après ce webinaire. Mais sans plus attendre, nous accueillons notre orateur Max Meulemans. Bonsoir Max. Bonsoir Yotis. Donc Max, tu es master coach, fondateur de l'école Coaching Ways internationale. Tu es également formateur et accompagnes des personnes en entreprise et en individuel depuis plus de 20 ans, comportementaliste, PNListe, formé à différentes approches telles que l'analyse transactionnelle, la spirale dynamique et la vision intégrale. Sur le site spiraldynamique.be, nous pouvons lire sur toi: l'idéalisme qui l'anime lui permet de croire et de défendre profondément des valeurs qu'il estime fondamentales. Ainsi, pour lui, humanisme et authenticité sont et seront, en combinant savoir-être et approche intégrative, les garanties du développement du potentiel humain, personnel et professionnel. Tu es également auteur de Pour ou Coach avec Sandrine Tribout et Alain Delfos. Voilà, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi? D'abord, merci Yotis pour cette introduction. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je tiens d'abord tout simplement peut-être à déposer que je suis ému, à savoir qu'autant de personnes consacrent de leur temps pour visionner ce webinaire. Merci, merci, choukran pour les amis qui viennent du Maghreb. Que dire de plus, Yotis? Tout simplement que je suis un être humain avec des forces et des faiblesses, des défauts et des qualités, mais que dans ma vie, j'essaye d'articuler finalement ce que je fais et le sens de cette vie autour d'une contribution à, entre guillemets, un monde meilleur, un monde humain. Voilà. Donc, tu vas nous parler de coaching au travers du prisme de la spirale dynamique. En temps normal, je t'aurais demandé ce qui t'a poussé à nous proposer ce sujet plutôt qu'un autre, mais je sais que tu es passionné par la spirale dynamique et j'aimerais savoir ce qui rend la spirale dynamique aussi passionnante à tes yeux. Ok, je vous propose alors de partir. C'est pas une présentation classique. J'ai choisi d'utiliser en termes de présentation Prezi. Et Prezi permet de créer des animations. Pourquoi? Parce que la spirale est une approche en mouvement et on aura l'occasion de détailler ça un peu plus loin dans ce webinaire. Et donc, quelles sont mes motivations en vous proposant ce webinaire autour du thème de la spirale dynamique et du coaching? La première, c'est synergie. Synergie, alors, je me suis amusé à rechercher dans le dictionnaire la définition de synergie. Synergie est un phénomène par lequel plusieurs facteurs agissant en commun créent un effet sur global. Et je me suis amusé à rajouter quelques mots. ICF, puisque nous sommes ici, on va dire également dans le cadre d'ICF. ICF, synergie,
est un phénomène par lequel plusieurs facteurs agissant en commun créent un effet sur ICF global. Et je tiens réellement, sincèrement, à remercier toutes les personnes qui contribuent à ICF Synergie, car j'ai assisté moi-même en tant que spectateur à plusieurs webinaires et je trouve que c'est un espace formidable, aussi bien pour les coachs que les non-coachs ou des personnes qui s'interrogent au sujet du coaching, où le partage peut être, enfin, le savoir peut être partagé. Donc, un grand merci à vous. Et j'espère, moi, personnellement, que cette dynamique va s'installer au travers du temps, et cela aussi dans la gratuité. Deuxième motivation, c'est que dans mon contexte professionnel, je suis de plus en plus amené à constater que ce soit dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise, nous sommes aujourd'hui clairement dans un contexte multiculturel. Et que ces contextes multiculturels amènent de temps en temps des difficultés, finalement, dans la perception, voire même de quelque chose de concret comme un objectif, et la difficulté de communiquer ou de collaborer entre les individus. Et ce décalage, moi j'appelle ça un décalage, la spirale dynamique qui a également développé son jargon appelle ça une dissonance. J'ai essayé quelque part d'y répondre au travers des approches qui m'ont intéressé. Et chaque approche, finalement, a un point de vue. Si je prends ici, c'est un étui à crayon et à bic, ben voilà, si je l'observe de ce point de vue-là, j'observe un rectangle et je décris ce que je vois au travers d'un rectangle. Mais si je le mets comme ça, ben, j'observe une ellipse et je décris ce que je vois au travers d'une ellipse. Et finalement, toutes les approches sont d'une certaine façon complémentaires. Et même ne me donnez pas une réponse, au-delà de faire des liens entre ces approches, sur, on va dire, tout ce qui concerne l'individu dans son système et plus spécifiquement dans sa culture. Puis je pense aussi que ce séminaire peut intéresser les coachs et les non-coachs à envisager et à créer, on va dire, une suite au métier de coach. Le métier de coach a émergé dans un mode de pensée et les modes de pensée évoluent. Et notre métier consiste d'une certaine façon, entre autres, à poser des questions aux personnes qu'on accompagne, mais je trouve important de ne pas se priver, nous, en tant que coach, de réfléchir et de se poser des questions au sujet de notre métier. Et enfin, si on relie ça à des compétences de coach, le fait, comme dans d'autres approches, mais ici spécifiquement peut-être à un niveau qui quitte l'individuel, mais c'est de développer son écoute, qui correspond à la compétence écoute C5, à, on va dire, développer aussi un questionnement qui sera peut-être justement plus adapté à ce qu'on pourrait appeler un mode d'apprentissage typique culturel et à ouvrir la conscience. Et en parlant d'ouvrir la conscience, je ne sais pas combien de spectateurs pour l'instant, Yotis, on a dans le webinaire. Tu as une idée? Alors, nous allons presque atteindre les 700. Ok. Ben, je vous invite, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, tout simplement prendre conscience que pour l'instant, ici, maintenant, nous nous retrouvons plus ou moins à 700 personnes appartenant à des cultures différentes et en même temps, nous sommes tous reliés et connectés entre nous. Et je trouve ça déjà formidable. Formidable dans le sens que cette communauté qu'on crée, quelque part, inclut la différence des cultures et inclut aussi ce que j'ai de façon assez récurrente retrouvé justement dans les nuages qui ont été proposés en termes de questions avant cette date, ouverture. Bon, bah, je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet et pour commencer de faire un préambule. Donc le préambule, je ne vais pas m'attarder trop longtemps parce que finalement, on a 1 heure. L'origine de la spirale dynamique a été développée au départ par le docteur Clark Griff et ce professeur qui enseignait dans une université new-yorkaise était souvent amené à des questions de ses élèves
qui eux aussi avaient différents cours, qui leur proposaient différentes approches, mais finalement, dans toutes les théories qu'on nous propose, laquelle nous permet concrètement et correctement de comprendre l'évolution de la nature humaine, l'humain, on va dire, dans son rapport avec son système, sa culture. Et Clark-Grave était très intéressant, surtout qu'à la même époque, Maslow avait développé sa pyramide de besoins, et donc il s'est mis, on va dire, dans ce qu'il aimait faire, c'est-à-dire dans cette position de chercheur scientifique qui a, au travers de statistiques, finalement commencé à mettre les fondations du modèle de la spirale dynamique. Et à la réponse, finalement, comment peut-on définir l'homme, la femme mature, ou comment peut-on correctement comprendre le développement humain, mais en résumé, il propose que la psychologie de l'être humain mature est un processus émergent et oscillant, et je vais revenir sur ce concept, qui se déploie en spirale et qui est caractérisé au fur et à mesure que les problèmes existentiels de l'être humain changent. En d'autres termes, nous sommes dans un environnement, cet environnement pose question et l'être humain essaie de donner une réponse aux questions que pose l'environnement. Et les réponses que développe, que ce soit des façons de penser, des façons de percevoir le monde que l'être humain développe, ainsi que ce qu'il crée dans la matière. Hein, aujourd'hui, ben, c'est fou au niveau technique, ce que la technique nous permet de faire, va se rajouter dans l'environnement existant et le complexifier. Et en le complexifiant, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que de nouveaux problèmes, de nouvelles questions vont émerger qui vont demander à l'être humain à s'adapter à cette complexité croissante. Alors, aujourd'hui, la spirale dynamique, enfin en tout cas j'ai la sensation dans ce que je peux observer, devient une approche, et je vais utiliser le terme approche parce qu'il ne s'agit pas d'une typologie, devient une approche à la mode. Et comme toute approche, parfois par empressement de pouvoir rapidement l'utiliser, de rapidement comprendre et de la mettre en application, ben, le risque, c'est de tomber dans certains pièges. Et la spirale dynamique, et je pense que ces pièges sont également valables pour d'autres approches, décrit finalement les points de vigilance à tenir en compte quand on utilise cette approche, que ce soit en filigrane ou dans une transition, dans un changement à l'intérieur d'une équipe, ou on va dire même individuellement, si une personne, dans son développement, rencontre une forme de transition et de changement. Donc, ce premier symptôme, c'est, enfin, le premier péché, le premier piège, c'est ce qu'on appelle le single symptom analysis. En d'autres termes, on fait une, voire quelques observations et on en tire directement une conclusion. On a de la chance dans notre métier de coach, en exerçant et en respectant l'éthique d'ICF, on n'a pas de conclusion à tirer. Finalement, les conclusions sont tirées par le client qu'on accompagne. Mais c'est parfois intéressant de lui faire remarquer, justement, au travers de notre questionnement, qu'il associe peut-être assez rapidement un événement à quelque chose qui risque ou pas de le limiter dans sa progression vers son objectif. Deuxième élément, c'est le pen balling, c'est balancer une couleur, puisque je ne sais pas qui ne connaît pas la spirale dynamique parmi tous les spectateurs, mais c'est balancer une couleur, donc c'est attribuer une couleur de la spirale à quelqu'un. Ce n'est pas une typologie. Donc, une typologie, il existe une multitude de typologies, le MBTI, l'énéagramme, le disque, le LIFO, etc., qui vont décrire finalement soit des comportements récurrents, soit des schémas de fonctionnement récurrents. La spirale dynamique ne décrit pas le tempérament d'une personne, mais décrit plutôt le mode de pensée d'une personne. On vit dans une société où il est nécessaire, parfois même la pression ou une certaine pression est ressentie par rapport à cela, à trouver des solutions rapidement. C'est un piège dans lequel on risque de tomber si on ne prend pas les précautions. Self-validation, c'est cette sensation de s'attribuer à soi-même une couleur. J'entends parfois dans des congrès ou des réunions de personnes qui ont été
initiés à la spirale dynamique, ou oh, oui, moi je suis jaune, ou moi je suis vert, je vais dire d'abord, on n'est pas une couleur, parce que ce serait mettre une couleur au niveau de l'identité. Et puis, on peut remarquer également, finalement, qu'il y a un double phénomène. C'est que l'être humain, je ne fais pas de généralisation, mais l'être humain, en général, apprécie de s'identifier à quelque chose. Il y a un besoin d'identification. Et le paradoxe, c'est que, en général aussi, l'être humain déteste se faire mettre dans une case. Donc, voilà, le modèle est assez complexe et contient cette nuance. Je vais parler de certaines notions et j'entends parfois qu'on associe des mots à une couleur. C'est une erreur à ne pas faire aussi. Si on parle de réussite, mais quelqu'un qui aura peut-être de façon trop rapide assimilé à la spirale dynamique risque de l'associer directement à la couleur orange. Mais la réussite est quelque chose qui a existé au travers du temps. Et ce qui nous intéresse quand nous appliquons la spirale dynamique, c'est de se poser la question, mais comment ce mode de pensée comprend-elle la réussite? Et là, on pourra remarquer que finalement, en fonction des cultures, ben, la réussite est comprise complètement différemment. Et le lock-up, ça, c'est le gros péché pour le coach, c'est figer une fois pour toutes une situation. Si on exerce ce métier, ben, c'est qu'on présuppose que le changement est possible et c'est carrément l'inverse de figer quelque chose ou de cristalliser quelque chose. Voilà. Alors, en comprenant le prochain schéma, vous allez tout comprendre, je l'espère, hein, parce que j'ai peu de retours. Ce sont les 4 cadrans de la vision intégrale. Et je ne vais pas rentrer dans l'explication de la vision intégrale, mais disons simplement ce qui est important dans ce cadran, c'est que vous avez l'aspect subjectif individuel, on ne voit pas bien l'individuel, et puis vous avez le subjectif qui se rattache au collectif. Pas mal de coachs connaissent le modèle des niveaux logiques, et si on le reprend au niveau individuel, on sait que dans un environnement, les personnes auront des comportements, et ils ont ces comportements parce qu'ils ont des compétences, etc. Et on arrive aux valeurs et aux convictions. Mais la spirale dynamique, et là je schématise, je fais une métaphore, va procéder de la même façon, mais au niveau culturel. Et donc, si on observe un instant la fleur dans son pot, il est certain que chaque être humain a sa spécificité, de par son histoire, de par les expériences qui le traversent, de par les événements qui, quelque part, le construisent dans sa vie. Et donc, chaque être humain est unique. Et cette fleur unique est plantée dans un pot. Et ce pot contient une terre. Et cette terre a des caractéristiques. Imaginons maintenant que dans ce pot, on puisse percevoir plusieurs fleurs. Chaque fleur sera différente, mais ce qu'on va pouvoir observer, c'est que dans chaque fleur, on va retrouver les caractéristiques de la terre du pot. Et en d'autres termes, une façon métaphorique de décrire la spirale dynamique ne s'intéresse pas directement spécifiquement à la fleur, mais va d'abord s'intéresser à ce qui constitue la terre du pot. Et pour vous donner un exemple concret, parce que je pense que c'est important de donner des exemples, en tant que coach, nous pouvons accompagner des clients et nous poser la question finalement, à partir du moment, puisque le coaching peut être associé à un mouvement, à partir du moment où une personne entre en mouvement pour se diriger vers un objectif, on peut présupposer éventuellement qu'un obstacle ou que la personne considère qu'un obstacle est présent pour atteindre cet objectif. Et dans mon constat, j'ai pu remarquer que au-delà de ce qu'une personne peut avoir comme conflit de valeurs interne de par son histoire, au-delà de ce qu'une personne peut avoir comme conviction, croyance qui peut la limiter dans l'atteinte de son objectif, elle est également influencée par les croyances, les valeurs qui appartiennent spécifiquement à sa culture. Et donc, j'ai des personnes qui, durant des formations, viennent me trouver et me partagent, et ça me touche quand ça se passe. Voilà, Max, ce que tu nous as partagé me permet de faire énormément de prise de conscience. Et en même temps, je me sens complètement tiraillé. Je sais que j'ai envie d'aller dans cette direction. Je sais que j'ai envie, moi, personnellement, en tant qu'individu,
d'atteindre cet objectif. Et en même temps, si je le fais et si je me dirige vers là, je serai déloyal par rapport à ma culture. Je serai déloyal par rapport à ma famille. Et au-delà d'un conflit interne que la personne peut éventuellement, au travers de son histoire, rencontrer, on se retrouve aussi dans un tiraillement entre les valeurs qui sont propres à la personne et à son histoire et les valeurs de la culture, dans la métaphore de la terre du pot dans lequel elle a grandi. Voilà, je pense qu'avec ces quelques notions, on peut commencer à faire des nuances. Et donc, en résumé, la spirale dynamique sert à comprendre comment les femmes, les hommes s'organisent et pourquoi ils changent. La spirale dynamique aborde le changement évolutif. Et il y a un principe, un présupposé. Vous savez, toutes les approches sont des présupposés. Comment définir un présupposé? Un présupposé, ce sont des croyances préalables. Et là, c'est important quand même de souligner que finalement, peu importe l'approche, toutes les approches ne sont que des cartes. Et comme diraient certains pénélistes ou même d'autres approches, la carte n'est pas le territoire. C'est une tentative de décrire finalement comment l'humain fonctionne et comment l'humain fonctionne dans son environnement. Et ce qui m'a intéressé dans la spirale dynamique, quand j'ai pris cet exemple d'une approche va voir le rectangle, une autre approche va voir l'ellipse, c'est que la spirale dynamique tente de faire ça. En d'autres termes, tente d'avoir un maximum de points de vue, aussi bien au niveau du fonctionnement culturel des individus que de l'individu lui-même. Et pose même comme présupposé que la psychogénèse, c'est-à-dire le développement de la psyché chez l'être humain, d'une certaine façon, est parallèle à la sociogénèse, c'est-à-dire au stade de développement des cultures. Ce que je tiens encore à dire avant de passer, on va dire, à un autre aspect, à un autre chapitre, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais niveau en spirale dynamique. De temps en temps, et à nouveau, je reviens à ce penballing, à ce piège dans lequel on peut tomber, c'est certaines personnes ont pour croyance en étant jaune, on est mieux ou on est moins bien, mais ceci, en tout cas, au travers du filtre de cette approche, est faux. Parce que c'est comme si on résumait l'être humain à une couleur. Pour vous faire une autre métaphore, vous donner une autre métaphore, c'est on n'est pas une couleur. L'individu en soi n'est pas qu'un mode de pensée. Vous avez du café, vous avez du lait, et finalement, si on mélange les deux, ça fait du café au lait. Et ce qui nous intéresse dans la spirale dynamique, c'est essayer d'identifier finalement dans ce café au lait, qui est un mélange de deux niveaux, quelle est la proportion de café et quelle est la proportion de lait. Autre chose qui est important à savoir, c'est que jusqu'à présent, et au travers du prisme de la spirale dynamique, le constat qu'a fait Clark Gray et toutes les personnes qui ont suivi Clark Gray, comme Don Beck, Chris Cowan, etc., dans cette approche, ont fait le constat statistique que chaque changement de mode de pensée présuppose dans le constat qu'il y a une crise. Et donc, que changer de mode de pensée est simplement une tentative d'adaptation de l'être humain à son nouvel environnement et implique le deuil d'un ancien mode de pensée et le développement de nouvelles croyances culturelles vers ce nouveau mode de pensée, vers l'inconnu. Est-ce similaire à l'inconscient collectif de Jung? Si on parle de valeurs profondes, il y a une similarité avec l'inconscient collectif de Jung. Parce que je ne rentre pas dans le détail. Finalement, on a très peu de temps pour un modèle complexe. Je veux dire simplement pour répondre à cette question qu'en spirale dynamique, on parle de valeurs de surface et on va y revenir quand on va aborder finalement les nuages dans les réponses des personnes qui ont participé à ce petit sondage. Et que dans les nuages, et je donnerai l'explication tout à l'heure, on a beaucoup de valeurs de surface. Par exemple, en France, un des mots qui est revenu, c'est gastronomie. Mais la gastronomie est une valeur de surface, c'est-à-dire quelque chose dont on peut faire le constat. Et j'aime à penser d'aller en France parce qu'on bouffe bien, quoi.
Enfin, on mange bien, pardon. Par contre, derrière ça se cache quelque chose qui est beaucoup plus profond et qui appartient d'une certaine façon à un inconscient collectif à l'intérieur de la culture même. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer aussi à être un petit peu dans l'interactivité, et de vous concerner plutôt que de moi parler comme ça, et en vous posant une question. Donc, la question est simple et essayez d'y répondre de façon spontanée et rapide. Ma question est, dans votre vie, professionnelle ou privée, je vous demande d'identifier ce que vous considérez, ou ce que vous considérez aujourd'hui comme un changement majeur. Que ça soit récent ou non, c'est pas important. Donc, si vous avez l'occasion, prenez un petit bout de papier et écrivez simplement 2 ou 3 mots qui, pour vous, représentent ce que vous avez, vous, considéré, c'est important, hein, puisque c'est votre perception, comme un changement majeur dans votre vie ou non. Je peux donner des exemples. Pour moi, enfin, pas pour moi, des exemples en général, un changement de profession, une maladie, un nouveau couple, un déménagement, peu importe. Qu'est-ce que vous considérez dans votre vie comme un changement majeur? Et ça, c'est une question dont je n'ai pas besoin d'avoir une réponse, mais qui, si vous y répondez, vous allez pouvoir éventuellement à la fin de ces webinaires ou après, recontextualiser ce que vous avez mis derrière réussir sa vie dans un de ces modes de pensée. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour soit noter, soit identifier mentalement ce que vous considérez comme un changement majeur dans votre vie. Vous pouvez également mettre vos réponses dans le chat habituel. Je vois qu'il y a certains qui le font déjà. On parle de changement de carrière, de décès, de licenciement, de quitter son emploi. Merci pour ce partage. Merci. Une rupture, un changement majeur, achat d'une maison à rénover, déménagement à l'étranger, la mort de ma mère. Merci. Je dis merci tout simplement parce que dans ce que j'entends, il y a des éléments qui appartiennent à l'intimité. Et voilà quoi, c'est un cadeau. Merci. Je vais rentrer maintenant dans l'essentiel de la logique spiralienne et ça va me permettre ensuite, dans cette interactivité, de vous faire réfléchir par rapport à ce que vous avez identifié comme changement majeur. Alors, pour commencer, ça j'en ai déjà parlé, nous ne sommes pas une couleur. Nous sommes un ensemble de couleurs et disons que pour mieux comprendre comment ça fonctionne, une couleur dans la spirale dynamique, c'est-à-dire un mode de pensée déterminé, va un petit peu, on va dire, prendre le rôle de chef d'orchestre et être dominant par rapport aux autres. Donc ça, c'est une première notion. Mais dire qu'on est jaune ou qu'on est vert, c'est quelque chose de faux, parce que être vert présuppose qu'on est quelque part ou qu'on a déjà inclus de l'orange, du bleu, du violet, etc. Premier concept à comprendre. Deuxième concept, donc là je vais prendre ma note parce que autant reprendre la phrase de Graefe. Donc, dans la définition de Graefe, j'ai évoqué le fait qu'on était dans quelque chose qui était séquentiel et, on va dire, qui oscille. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de balancier. Et au total, aujourd'hui, on peut dire qu'on a une description de 8 modes de fonctionnement, 8 modes de pensée qu'on rattache aussi à des cultures ou à des moments dans l'histoire, et que la succession de ces modes de pensée se sont faits de façon séquentielle comme un balancier entre 2 grands locus. Tous les modes de pensée qui vont se situer, pour moi, à la gauche de l'écran, c'est-à-dire internal locus of control, sont plutôt des modes de pensée qui vont privilégier le libre arbitre. En d'autres termes, c'est moi qui détermine ma vie. Et ce qui m'arrive sont également les conséquences de ce qui articule ma vie. Donc, je suis l'initiateur. Caractéristique de ces modes de pensée-là, ils sont dans une dynamique plutôt individualiste. Et c'est pour ça qu'on appelle ce mode, en français, expression de soi. Du côté droit, vous avez également 4 modes de pensée, puisqu'il y en a 8 au total,
qui sont plutôt orientés. Alors le mot, je le trouve peut-être un peu fort, surtout pour les gens qui ne connaissent pas la spirale dynamique. On est dans un mode sacrificiel, déni de soi. On est plutôt dans un mode de pensée qui va adopter le déterminisme. Donc, ce qui m'arrive est déterminé par quelque chose d'extérieur. Il faut bien comprendre ces deux principes. Et ces modes de pensée-là est plutôt orienté vers du collectivisme. Aujourd'hui, par exemple, je reviens à un exemple concret, en travaillant dans le monde de l'entreprise et en faisant du coaching d'équipe, je reçois régulièrement des demandes, ça dépend un peu où, mais ça commence à émerger, de notre équipe ou notre société fonctionne aujourd'hui en mode compétitif. Et nous commençons à croire que c'est peut-être pas la meilleure façon de procéder pour obtenir le résultat. Monsieur le coach, ce que nous souhaitons, c'est que vous coachez cette équipe pour ramener dans cette équipe un mode collaboratif. Et le mode collaboratif présuppose finalement un système dans lequel la compétition n'existe théoriquement pratiquement plus et permet aux individus finalement de contribuer ensemble au résultat. Et vous voyez que c'est autour de, on veut obtenir du résultat, il y a déjà deux façons de penser comment l'obtenir. La première façon en disant, la meilleure façon, c'est de mettre les individus en compétition entre eux et que le meilleur gagne. On est plutôt là dans un cadre de locus expression de soi. Et un autre mode de pensée va proposer plutôt, mais non, pour obtenir le résultat, la meilleure façon de procéder, c'est de collaborer. Si on comprend ça, je reviens à la question de base, c'est-à-dire à la première question que je vous ai posée. Donc, ma question est, et soyons clairs, l'idée, c'est pas blanc ou noir, parce qu'on n'est jamais complètement soit expression de soi, et où on n'est jamais totalement dans le déni de soi ou le mode sacrificiel. Donc, je répète, un individu interne tend à attribuer une causalité, à s'attribuer à lui une causalité interne aux événements. L'individu externe tend à attribuer une causalité externe aux événements. Donc, si vous prenez votre changement majeur et que vous devez y mettre une proportion, dans quel locus, finalement, est-ce que vous, par vous-même, vous vous situez? Est-ce que c'est plutôt ce qui m'arrive, finalement, c'est moi qui l'ai généré, ou ce qui m'arrive a, d'une certaine façon, été déterminé? Et je pense, Yotis, qu'il y a un petit sondage, tout simplement, pour permettre, là, évidemment, c'est l'un ou l'autre, sachant que c'est un mélange des deux, mais c'est plutôt quoi? C'est plutôt interne pour vous ou c'est plutôt externe pour vous? Tout à fait. Alors, on lance le sondage. Quel est mon locus dans le changement majeur que j'ai identifié? Donc, vous êtes déjà à 70% à avoir déjà répondu. On va s'arrêter dans quelques instants. Et il y a une réponse qui se dégage. Donc, j'arrête le sondage. Et pour 75% interne et pour 25% externe. Donc, ok. On perçoit bien ma présentation là, Yotis? Oui, c'est parfait. Ok. Alors, ben, c'est intéressant. Déjà, dans les statistiques de Clark Grave et dans, on va dire, ce que Cohen et Dynamic Spirals ont ensuite développé au travers des recherches, on arrive plus ou moins au même résultat. À savoir que, ben, comme vous pouvez voir sur ce graphique, les réponses qui représentent un échantillonnage de plusieurs milliers de personnes, au travers de la réponse, donnent à 5% près exactement ce que vous avez communiqué. En d'autres termes, ça voudrait dire que quelque part dans ce fonctionnement culturel, et je répète, chaque culture a évidemment ses spécificités, mais dans les grandes lignes des valeurs profondes, ben, on se situe, en tout cas par rapport à ceux qui ont répondu,
plutôt dans des modes de pensée, expression de soi, plutôt individualiste et un peu moins, enfin quand même pas mal moins, dans le déni de soi, donc le locus externe. Et donc maintenant, je vais prendre un peu de temps et je vais recontextualiser ces 8 thèmes. Alors, au départ, les couleurs n'existaient pas. Les couleurs sont apparues après la disparition d'ailleurs de Clark Gray. C'est Don Beck et Cowan qui ont mis ces couleurs au point pour tout simplement simplifier, on va dire, la compréhension de la spirale dynamique. N'y voyez aucune ou aucun lien avec des chakras ou des notions, on va dire, spirituelles ou autres. Au départ, ils ont fait ça tout simplement en se disant, ben voilà, on met ces couleurs-là, on met ces couleurs-là. À l'origine, Gray utilisait des lettres. Et c'est intéressant de passer une minute ou deux sur la compréhension finalement de la logique de Gray. La première lettre décrit les conditions de vie. Les conditions de vie, synonyme accessible pour tout le monde, c'est notre environnement. Et d'un autre côté, la deuxième lettre correspond aux capacités cérébrales. Alors, capacité cérébrale, ce n'est pas un niveau d'intelligence. D'ailleurs, les niveaux de la spirale ne décrivent pas un niveau d'intelligence. Si on reprend rien que le concept de l'intelligence dans le mode bleu est pensée au travers, on est intelligent si on a une logique mathématique et une intelligence mathématique et une intelligence littéraire. Hein, c'est pour ça qu'en Belgique, c'était, on va dire, très valorisant que de faire des études latin-maths. Et si on prend l'intelligence dans le niveau vert, l'intelligence dans le niveau vert va être définie au travers de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence spatiale, de l'intelligence musicale. Et donc, l'intelligence est chaque fois redéfinie au travers d'un mode de pensée. Donc, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, mais tout simplement, on va dire, une adaptation à l'environnement qui nous entoure. Ça, c'est important à comprendre. Et ils ne se sont pas cassés la tête. Gray s'est pas cassé la tête. Il a pris la lettre A, la première de l'alphabet, pour l'environnement, A, B, C, D, E, R, F, et il est parti de la moitié de l'alphabet plus ou moins pour les capacités cérébrales, N, O, P, Q, R, S. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Ça veut dire que quand l'environnement est en adéquation avec les capacités cérébrales, c'est-à-dire avec l'environnement me pose des questions et j'ai les réponses adéquates pour finalement résoudre les questions que me pose l'environnement. Il n'y a aucune raison de changer. Voilà. Et ça n'a pas de sens pour une personne que de changer si son environnement correspond finalement par rapport aux questions que cet environnement pose à la capacité de donner une réponse à ça. Les problèmes commencent, ou en tout cas les difficultés, pour utiliser un autre mot, commencent quand on est dans un environnement, mais on fonctionne avec un autre mode de pensée. À savoir, je peux me retrouver dans une entreprise qui a une culture D, c'est-à-dire bleu, et fonctionner avec une pensée multiple. C'est ce qui se passe souvent dans ce que je peux observer dans mes coachings. Il y a une dissonance, la personne ne se sent pas forcément pas en accord avec les valeurs de l'entreprise, avec la culture de l'entreprise, parce qu'elle fonctionne avec un autre mode de pensée. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je mets simplement les titres. On va dire que le premier mode de pensée, c'est la pensée automatique. Elle remonte, on va dire, à Homo sapiens. Et ça rejoint finalement également l'approche de Maslow, répondre à des besoins physiologiques. On a le mode de pensée violet. Alors, je vais utiliser les couleurs tout simplement pour faciliter la compréhension. Mais on voit apparaître justement ensemble, on est plus fort. Ensemble, on répond plus facilement aux questions. Et on voit l'apparition aussi au travers du passage de la vie finalement chasseur-cueilleur à une vie plus sédentaire où la culture apparaît, où les individus commencent à fonctionner ensemble et à avoir une pensée non plus dans l'instant, il faut assurer sa survie maintenant, mais une pensée au travers du temps qui amène justement, on va dire, le mystère. Et c'est également la naissance de l'animisme. En d'autres termes, si on prend spiritualité, la spiritualité existe dans tous les niveaux, à nouveau. Simplement, elle est pensée dans chaque niveau de façon différente. La pensée égocentrique, c'est l'apparition finalement
dans l'histoire des empires. Et par rapport à l'individu, c'est l'apparition du pouvoir ou cette notion de pouvoir. Et on revient finalement plutôt à une orientation individualiste. Cette pensée, en termes de fonctionnement, allait déjà très loin. On pourrait dire que le machiavélisme, par exemple, est une forme de pensée égocentrique. Donc, n'associez pas égocentrique au barbare. Simplement, on est dans une logique de la loi du plus fort. Et la logique, je vais utiliser le mot, vaincre. Il s'agit de vaincre par rapport à l'adversaire. C'est un mode de pensée très chaotique. Et donc, pour restabiliser finalement la difficulté, les problèmes émergents dans ce mode de pensée, le mode de pensée bleu, la pensée absolutiste, est arrivé. Ça correspond aussi à une transition dans le passage finalement de spiritualité plutôt polythéiste vers une spiritualité monothéiste, où la loi, finalement, est la loi qui est dictée par Dieu, qui est dictée par l'absolu, peu importe les religions dans lesquelles on se situe, et l'homme répond, obéit au commandement pour assurer une vie collective entre les individus avec un minimum de respect et d'amour. Voilà, pensée absolutiste, qui est d'ailleurs aujourd'hui toujours très présente, aussi bien en Occident, dans le nord de l'hémisphère de la planète que dans le sud. Et on peut la retrouver aussi, on va dire, dans des microcultures comme les entreprises, où, si je prends un exemple, le chef, c'est le chef, il a un pouvoir de légitimité. En d'autres termes, c'est parce que c'est le chef qu'on lui obéit. Ce mode de pensée était, ou en tout cas, on la retrouve aussi, par exemple, en Inde, où on parle de caste, finalement, fiche un individu et, pour certaines personnes, quelque part, conditionnait toute une vie. Et le pourquoi est arrivé. Mais pourquoi? Et le besoin finalement de comprendre et le besoin d'associer ça à quelque chose de rationnel, de matériel, de scientifique, a amené un autre mode de pensée, beaucoup plus, on va dire, du côté des cadrans de la vision intégrale, du côté objectif, et un A ou C à écarter un petit peu on va dire, d'une réflexion plus dans l'invisible et de la spiritualité, pour pouvoir se donner, on va dire, toutes les chances, et à tout le monde, hein, c'est l'émergence de la démocratie, donner toutes les chances à tous et chacun de se développer dans ce monde, dans un principe démocratique. Mais en même temps, aujourd'hui, on arrive déjà dans la crise de ce mode de pensée-là, et on voit apparaître une autre pensée qu'on peut remarquer aussi dans notre environnement au travers du coaching quand on parle d'entreprises libérées ou autres, c'est la pensée socio-centriste, où on revient à nouveau à cette idée de communauté, à cette idée d'harmonie entre les individus. Et donc, quand on observe ça, on voit que finalement, le locus change à chaque fois, comme si la solution, à chaque fois, passait de la solution à nos problèmes, la solution aux questions posées dans l'environnement est plutôt, on se trouve plutôt dans une pensée collectiviste, et de l'autre côté, le contraire, à savoir que les questions qui se posent se trouvent chez nous, et c'est à nous, au travers de nos choix et du libre arbitre, à donner une direction à notre vie, à ce que nous souhaitons atteindre, à ce que nous souhaitons mettre en place. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions, Yotis? Il y a pas mal de questions. Alors, je vais prendre celle d'Aïcha. Est-ce qu'il y a des convergences avec l'outil d'évaluation comportementale DISC, donc D-I-S-C? Alors, DISC va plutôt décrire un tempérament. Et il peut y avoir des convergences, en tout cas des similitudes, mais dans DISC, en tout cas, le modèle que je connais, il y a également des couleurs, il n'y a aucune association à faire avec les couleurs. Nous avons une autre question d'Emmanuel. Est-ce qu'il y aurait une corrélation entre l'évolution des individus, c'est-à-dire l'âge, bébé, enfant, pré-ado, ado, et les thèmes de pensée? Oui. Oui. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, de nouveau, c'est une carte. Hein. C'est-à-dire, ici, je ne suis pas en train de raconter la vérité, mais je propose un modèle, et on va dire que le mérite de ce modèle, c'est de nous faire réfléchir. Mais oui, puisque le modèle dit que la psychogénèse reproduit la sociogénèse. Ça veut dire quoi concrètement?
Ça veut dire que, imaginons que l'environnement dans lequel est bleu. Je vais prendre plutôt rouge. On pourrait prendre, voilà, un environnement même actuel, les cités, etc., où finalement c'est la loi du plus fort qui règne. Ce qu'on peut observer statistiquement, mais il y a toujours des contre-exemples, c'est que les personnes qui vont grandir dans cet environnement-là vont passer par les différents stades de la spirale dynamique, mais statistiquement auront une tendance de s'arrêter dans la couleur dominante de l'environnement. Donc, si on grandit dans des conditions de vie rouges, très peu de personnes pourront passer, on va dire, à un autre mode de pensée, parce que leur façon de fonctionner s'adaptera aux conditions de vie dans lesquelles ils sont. Je ne sais pas si c'est clair, puisque je n'ai pas de retour. Alors, il n'y en a pas pour l'instant, en tout cas, de la personne qui a posé la question. On va en prendre une dernière. Qu'est-ce que la pensée holistique? Alors, la pensée holistique, en tout cas, bon, y répondre prendrait déjà peut-être une heure. Donc, je vais essayer de répondre de façon succincte, sachant qu'en étant succinct, on fait des omissions. Mais la pensée holistique a pour présupposer que le tout est dans la partie et la partie est dans le tout. En d'autres termes, que tout se tient et que nous formons ensemble aussi bien le tout et une partie du tout. J'espère que ce n'est pas trop perché ce que je viens de dire, mais c'est ce qu'on pourrait appeler aussi l'holomorphisme. En d'autres termes, tout est interconnecté et dans chaque partie, on retrouve l'entièreté. Si je peux t'aider dans cette définition, vu mes origines, Grec. holos en grec, ça veut dire tout. Merci. Vous allez avoir l'occasion, puisque Yotis mettra à votre disposition le PowerPoint, enfin le PowerPoint, le Prezi. Là, je décris, et c'est pour avoir de la doc pour vous, finalement ce qu'on peut retrouver dans les conditions de vie, c'est-à-dire l'environnement, et ce qu'on peut retrouver dans les capacités cérébrales. Si on ramène ça à notre réalité, on va dire que si on prend chaque fois dans une entreprise à quoi ça peut correspondre, le système managérial rouge est un système où le boss fonctionne de façon autocratique, dur, direct, directif. Voilà. Aujourd'hui, c'est aussi la première forme d'organisation managériale. Hein. Aujourd'hui, ça existe encore, mais de moins en moins. Bleu, si je le ramène à un système de culture d'entreprise, on est dans un système bureaucratique, hiérarchisé, avec des catégories de managers. On est dans une forme de matrice où on fonctionne collectivement, mais on ne fonctionne qu'avec l'autorisation de la personne qui représente l'autorité. Donc, il n'y a pas réellement des prises d'initiative ou, on va dire, la permission de prendre des initiatives personnelles dans ce système-là. C'est un pouvoir de légitimité, à savoir, je suis le chef et donc vous me devez obéissance. Dans l'orange, on passe vers un autre style managérial. C'est aujourd'hui, et on le voit, et je fais le lien avec le webinaire qui parlait des générations. Aujourd'hui, les nouvelles générations, voire même les gens de notre âge, attendent plutôt du leader que ce soit un expert. Et on est orienté aussi vers l'aspect économique. Donc, on est dans une dynamique compétitive orientée objectif avec des avantages pour les gagnants, des récompenses établies, des bonus, le sens politique de la contribution. Voilà, gagner, quoi. Et je dirais que la différence avec le rouge, c'est que le bleu est passé par là et que le rouge est dans une énergie de vaincre et l'orange est dans une énergie de convaincre. Donc, on passe des points aux mots. C'est une caricature, mais elle a du sens dans la métaphore. Le vert, dans l'entreprise, ça va correspondre à un système égalitaire. On va parler de sociocratie, on va parler de prendre des décisions en cercle où chacun a une position d'équivalence et finalement, une décision sera prise que s'il obtient le consentement du cercle dans sa totalité. Et prenez le temps plus tard de regarder finalement quels sont les différents aspects au niveau des conditions de vie et des capacités cérébrales. Et alors, on arrive au jaune. Là, ça rejoint finalement les conditions de vie. C'est un monde précaire, en danger d'effondrement. Et la pensée qui s'adapte à ça, c'est une pensée de relativisme systémique.
Le savoir est important. Il vaut mieux savoir et apprendre que rentrer dans des interprétations et mettre trop rapidement un jugement. Et c'est aussi, on va dire, l'acceptation des paradoxes et l'acceptation de l'incertitude. J'aime bien dans le sens où ICF décrit dans une de ses compétences que le coach est ouvert à ne pas savoir. Et ça, je vois ça dans les personnes qui font des formations de coach, qu'être ouvert à ne pas savoir représente quand même une sérieuse difficulté parce que c'est accepter l'incertitude. Et voilà, que dire à part avoir de l'humilité face à la complexité humaine et accepter tout simplement que on ne peut pas tout contrôler, on n'a pas une réponse à tout et que face à ces incertitudes, ben, le coach accompagne son client là où le client le souhaite et pas là où le coach le souhaite. Bon, alors rapidement un petit sondage de TIS. À partir de ces explications, quel est votre sentiment? Le coaching est apparu dans quel mode de pensée? Exactement. Donc, je lance le sondage. Sachant qu'il ne s'agit que d'une hypothèse et d'une dominance, dans quel thème le coaching a-t-il émergé? Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a quand même déjà une couleur qui prend le dessus. Donc, vous êtes à 40% à avoir voté. Alors, c'est une question, on le sent, qui vous pousse à avoir quelques instants de réflexion, mais il y a quand même une couleur qui vient en première position. Il y a une seconde qui essaie de la rattraper. On est à 71%. J'invite les derniers à répondre aussi. Et on va s'arrêter maintenant. Donc, pour les résultats, en première position, c'est 48%, c'est l'orange, suivi du vert à 38%, et le bleu, 11%, le rouge, 4%. Ok. Alors, voilà, mon analyse personnelle, et de nouveau, avec toutes les précautions d'usage, c'est que le coaching est apparu dans la transition bleu-orange. Si aujourd'hui beaucoup de coachs expriment beaucoup d'ouverture, il y a peut-être derrière ça déjà un mode de pensée qui s'articule vers le vert, mais en fait, en tout cas dans le monde de l'entreprise, la majorité des entreprises qui fonctionnaient plutôt dans la pensée bleue se sont bien rendus compte que le bleu avait une certaine lourdeur dans la mobilité, lourdeur par rapport à des prises de décision, parce qu'on était dans une structure très verticale et qu'il a fallu, pour rester quelque part sur le marché, pour continuer à survivre parmi la concurrence, développer un mode de pensée beaucoup plus flexible, beaucoup plus optionnel, où la responsabilité était laissée beaucoup plus aux individus dans les prises d'initiative. Et là, on est dans un mode de pensée orange. Et c'est dans cette transition, en tout cas mon observation personnelle, que beaucoup de demandes se sont inscrites, à savoir amener les personnes à de l'autonomie. Et je pense que dans le coaching, c'est une valeur également importante, une valeur que les oranges, enfin le mode de pensée orange, pardon, affectionne beaucoup. Et que amener les gens à reprendre des responsabilités, d'une certaine façon, à amener, on va dire, beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, beaucoup d'innovations, mais en même temps à commencer à mettre pas mal de pression sur les individus. Et ça pourrait être, en termes d'hypothèse, une des hypothèses pourquoi aujourd'hui on parle tellement de burn-out ou de dépression, parce que tant que finalement la charge était au niveau de l'autorité, ben, je ne subissais pas la pression que je pouvais avoir en étant moi responsable des résultats que je génère. Bon, je pense qu'on n'aura pas le temps, Yotis, pour le changement. Ça ferait peut-être l'objet d'un autre webinaire, mais simplement, peut-être ce slide-ci. Dans ce qu'on pourrait appeler justement les types de changements, vous avez plusieurs types de changements. Et c'est un petit tableau assez intéressant, à savoir que vous pouvez avoir des changements imposés
et si on reprend la spirale dynamique qui serait presque déterminée, et des changements volontaires, à savoir c'est moi qui initie le changement. Vous avez des changements progressifs, c'est-à-dire on prend le temps de passer d'un point A à un point B, et des changements brutaux où on nous demande tout de suite finalement d'adopter de nouveaux comportements, d'adopter de nouvelles façons de voir. Et en croisant finalement ces différents paramètres, on a un changement prescrit, changement construit, changement adaptatif et changement de crise. Et ma question est, ben, par rapport à ce que vous avez, vous, identifié comme changement majeur vous concernant, dans quel type de changement est-ce que vous situez finalement ce que vous avez identifié? Alors, nous allons peut-être passer vite fait les nuages parce que je vois que Oui, oui. l'heure avance. Donc, votre exercice, le sondage que vous avez complété, ben, il est là et je laisse Max nous parler de ses résultats. Alors, poser une analyse complète, impossible, mais très intéressante parce que, en tout cas, elle suscite, et j'espère que quand vous allez, vous, on va dire, être en possession des nuages, ça va vous amener également à vous poser des questions. On va dire qu'il y a un mot qui revient assez régulièrement, c'est ouverture. Et la question que je me suis posée, c'est finalement ouverture dans ce qu'on peut, on va dire, statistiquement rencontrer quand Peut-être peut-on rappeler juste la question qui a été posée? ben, au travers de 10 mots, quels sont 10 mots qui caractérisent votre culture? La culture de ce pays, dans ce cas-ci, pour l'instant, on commence avec l'Algérie. Oui. Et donc, j'ai retrouvé, d'abord, je prends les constantes, dans ce qui a été évoqué, beaucoup de mots qui parlaient d'ouverture. Et donc, la question intéressante de se poser, mais tiens, puisque moi, je la rencontre pas forcément dans les statistiques, est-ce qu'on a beaucoup d'ouverture parce qu'on a un public finalement intéressé par le coaching ou qui est déjà coach? Question, point d'interrogation, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une récurrente. Ensuite, deuxième chose qui est intéressante, c'est que j'ai parlé de valeur de surface et j'ai parlé de valeur profonde. Et la question à se poser, c'est finalement quand on observe ça, je veux dire, qu'est-ce que ça dit de notre façon de fonctionner? Et si on doit pouvoir recontextualiser ces résultats, dans quel type de mode de pensée dominant est-ce qu'on pourrait l'installer? Voilà. Et ça, je vous laisse le soin d'y répondre dans le sens où, voilà, je pense que c'est un petit exercice intéressant à faire. Il n'y a pas de certitude par rapport aux résultats, mais intéressant à faire dans le sens où, mais qu'évoque pour moi, dans quel type de locus, si je vois ce que l'ensemble des résultats donne, dans quel type de locus on se situe et dans quel type de mode de pensée on se situe. Et enfin, ce qui est intéressant aussi à faire comme exercice pour vous, c'est c'est un résultat moyen statistique. Et les mots qui reviennent le plus sont les mots qui sont évidemment, là ça me dit que l'heure est passée, et ce sont des mots évidemment qui sont revenus un grand nombre de fois. Est-ce que moi, individuellement, je me reconnais là-dedans, dans ma culture ou non? Parce que ça évoquerait alors une dissonance. À savoir, une dissonance, c'est quoi? C'est quand moi, je me sens finalement en décalage par rapport aux conditions de vie. Et ici, symboliquement, ces différents schémas sont les conditions de vie. Donc voilà pour l'Algérie. Et on voit que les mots sont couscous, famille, islam, arabe, riche, fierté. Ça, ce sont les mots qui reviennent. Alors en Belgique, il y a eu pas mal de réponses. Là, on va dire que le mot central, c'est ouverture, compromis. Et c'est vrai que je reconnais dans notre culture, entre les Wallons, les Flamands, etc., pas mal de tentatives de compromis. L'humour, l'autodérision, la convivialité. Voilà. Si on prend ces mots, comment est-ce qu'on peut les interpréter? Tu dis quelque chose, Otis? Les frites aussi. Je le Oui, vois. les frites une fois. Voilà, vous aurez l'occasion, je reprends que les grands mots, mais c'est intéressant d'aller un petit peu, voilà. Pour les Belges, c'est ce que je me reconnais là-dedans. Voilà. Si je me reconnais là-dedans, quelque part, je suis en adéquation par rapport à mon fonctionnement culturel. C'est un peu schématique ce que je raconte, je suis obligé finalement de simplifier, mais ça a du sens par rapport à l'esprit de la spirale dynamique. Alors ça, c'est la France. Gastronomie, diversité, histoire, culture, vin, pinard, quoi. Voilà, là, c'est vraiment, j'ai donné 3 jours de formation à Lille.
ben, c'est sûr que je suis revenu avec un estomac bien rempli, une finesse dans la nourriture, et j'ai peut-être bu un peu trop de pinard. Mais voilà, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Intéressant. Et dans quel paradigme? On voit qu'il y a une notion finalement d'histoire, de continuité, quelque chose de l'ordre. Et je n'aime pas, je n'en vois pas ce qu'on appelle du penballing, hein, mais voilà, hypothèse, quelque chose de l'ordre d'une pensée qui veut continuer à respecter ses racines au travers du temps. Luxembourg, qualité, innovation, individualiste, accueillant, ouverture, multiculturelle, tradition. Voilà. Et là, le mot qui sort en premier, c'est qualité, innovation. Le Maroc, diversité, hospitalité. Et pour y aller de temps en temps, je suis vraiment content d'être accueilli au Maroc. Il y a vraiment une très grande hospitalité, tradition, cuisine, accueil. Mais de nouveau, vous posez la question des personnes qui ont répondu, voilà, est-ce qu'ils représentent réellement, on va dire, la personne moyenne, enfin moyenne pas dans le sens péjoratif, mais la personne lambda de leur culture. Le Québec, ouverture, liberté, francophone, nature, chaleureux, pacifique. Les Suisses, respect, innovation, consensus. Il y a des similarités avec les réponses belges, là, à part qu'il n'y a pas les frites. Tradition. Tunisie, encore ouverture, hospitalité, riche, diversité, arabo-musulmane, famille. Hein, les mots famille dans les cultures d'Afrique du Nord reviennent souvent. Hein. C'est intéressant. Et là, ça m'a particulièrement intéressé. C'est quand on vous a demandé 10 mots qui caractérisent le monde, et quand on parle du monde, on parle de son ensemble. On revient encore avec ouvert, mais on retrouve beaucoup plus de paradoxes, à savoir, c'est des questions un peu coach, comment imaginer être ouvert et en même temps pessimiste, beau et destruction, diversité et individualiste. Vous voyez, ça mérite si on avait plus le temps de s'arrêter et vraiment de le transposer dans le principe de la spirale dynamique. Voilà, Yotis, je pense que, et merci en tout cas encore pour toutes les personnes qui étaient présentes. C'était un plaisir pour moi. Merci, pas tous les cités, mais en tout cas, merci à la diversité que chacun d'entre vous représentez. Et merci de contribuer également à Synergie et à ce partage, à cette communauté qui dépasse les frontières et qui dépasse d'une certaine façon aussi les cultures. Un grand merci Max pour cette belle présentation et pour tes mots. Je vous rappelle que comme d'habitude, vous retrouverez les slides de ce webinaire sur nos réseaux sociaux et plus précisément dans nos groupes Facebook dans quelques minutes et plus tard sur LinkedIn. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. L'ICF Synergie, c'est l'alliance des coachs francophones de l'ICF et c'est avec cette communauté de coachs francophones que nous pourrons faire rayonner le coaching dans ce monde VUCA. Je vous invite donc à activer votre couleur verte et inviter vos collègues, camarades et amis coachs sur nos groupes et pages Facebook et LinkedIn. N'hésitez pas aussi à partager, commenter et utiliser les replays de nos webinaires que vous retrouverez sur notre chaîne ICF Synergie. Et ainsi, nous pourrons continuer à faire rayonner le coaching dans le monde francophone et avec notre couleur verte. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée où que vous vous trouvez. Et Max, je te laisse le mot de la fin. Merci Yotis. Alors, le mot de la fin. J'ai envie de vous partager une citation de Victor Hugo qui est: le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Voilà, le mot de la fin, Yotis.
Merci Max et au revoir tout le monde.